C'est historique, le Mali disputera la première finale de son histoire à l'Afrobasket, messieurs. Les Aigles ont pris leur revanche cet après-midi contre le Sénégal, le point dans cette édition. Redynamiser l'Observatoire des fonctions publiques africaines, c'est dans cet objectif que se sont réunis ce 23 août à Bamako les pays membres. Ils ont également échangé sur l'avenir de l'institution. Les habitations illégalement construites aux logements sociaux de Tamakoro vont être détruites par les autorités. Cette décision suscite le mécontentement des familles concernées. Nous sommes allés à la rencontre de différentes parties. C'est le grand format de ce week-end. Madame, Monsieur, bonsoir. À Bamako, les ministres membres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines se sont réunis ce samedi 23 août. L'objectif est de redynamiser l'institution et de réfléchir sur l'avenir des administrations publiques dans l'espace de l'organisation. Moussa Traoré nous fait le point. Cette conférence des ministres est la suite de la réunion des experts tenue le 21 août dernier. Dans son discours d'ouverture, le ministre de la fonction publique, Dr Fassoum Coulibaly, a rappelé le rôle central de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Il a souligné les nombreux défis auxquels les administrations sont confrontées avant d'inviter ses collègues à examiner minutieusement les rapports et recommandations présentés par les experts. Cette 12e conférence doit être l'occasion pour donner une nouvelle dynamique à l'organisation afin qu'elle puisse relever le nombreux défis auxquels nos fonctions publiques sont confrontées. Aussi, cette 12e conférence devait être l'occasion de faire des propositions qui permettront de changer le regard du citoyen ou de l'usager sur les fonctions publiques africaines caractérisées de bureaucratie par certains, donc, je cite, un monde de papier et de lenteur et renvoie à une administration tentaculaire et tatillonne. Fin de citation. À cet effet, je voudrais compter, chers collègues, sur votre engagement commun afin de procéder à une analyse minutieuse des documents que nous serons soumis par les experts afin de sortir notre institution de la léthargie qu'elle connaît et améliorer sa gouvernance. Pour sa part, le Premier ministre a salué le travail de l'équipe de l'OFPA. Il a également appelé les participants à réfléchir sur des solutions innovantes visant à renforcer les capacités des agents publics. Une condition qu'il juge indispensable pour bâtir des fonctions publiques performantes et adaptées aux besoins des citoyens. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette 12e conférence qui s'ouvre aujourd'hui représente une occasion pour les experts et les administrateurs de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et leurs réflexions sur les défis et les perspectives de la fonction publique en Afrique. Nous devons réfléchir collectivement à des solutions innovantes pour renforcer les capacités des agents publics, améliorer la qualité des services publics et promouvoir une culture de performance, de responsabilité et de redevabilité dans nos administrations publiques. Malgré ces multiples défis, nos pays s'efforcent d'améliorer constamment la qualité des services rendus aux usagers du service public et de moderniser les moyens de gestion de nos administrations publiques. Cette rencontre de Bamako marque ainsi une étape importante dans la redynamisation de l'Observatoire. Les travaux se poursuivront avec l'espoir d'aboutir à des réformes capables de transformer durablement les fonctions publiques africaines. Les secteurs de l'éducation et des mines sont au cœur d'une vaste campagne de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Cette initiative lancée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au clé a pour but de renforcer la compréhension et l'engagement des acteurs locaux dans la prévention et la lutte contre ces fléaux. Marietou Diallo nous en dit davantage. Selon un rapport de la Banque mondiale, le phénomène de la corruption, qui est devenu systémique au Mali, se manifeste sous plusieurs formes. Il peut s'agir selon le mode d'action de pots de vin, d'extorsion, de trafic d'influence, de fraude, de détournement de fonds, d'abus de deniers publics ou d'enrichissement illicite. Il est aujourd'hui établi de manière indispensable, indiscutable, que la corruption et l'enrichissement illicite sapent les fondements de notre État. Des rapports publics réalisés entre 2005 et 2019 révèlent que l'État malien a perdu 1266 milliards de francs CFA à cause du détournement des deniers publics, de fraude au marché,
de surfacturation et autres formes de prédation économique. Dans sa mission de prévention, de contrôle et de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a initié depuis mardi une vaste campagne de sensibilisation à Kangaba. Objectif, renforcer la compréhension et l'engagement des acteurs locaux dans la prévention de la lutte contre ces fléaux, notamment dans les secteurs de l'éducation et des mines. L'atelier d'aujourd'hui a pour objectif de renforcer nos capacités. Vous, les participants, garants de l'intégrité de la gestion publique sur les instruments juridiques nationaux et internationaux et les bonnes pratiques en matière de gouvernance. Il sera notamment question dans ces deux secteurs prioritaires, à savoir le secteur minier où les fonds alloués aux communautés peinent parfois à être visibles, le monde scolaire où la transparence dans la gestion est une exigence citoyenne. Dans son rapport de décembre 2022, l'OCLEI a souligné que 1077 établissements secondaires privés fonctionnent sur la base de faux documents et plus de 15,565 milliards de francs CFA ont été payés à des écoles ayant des arrêtés présumés faux. Selon l'institution, la corruption et l'enrichissement illicite entraînent des conséquences graves sur la qualité de l'éducation, l'égalité des chances et l'avenir des jeunes. Elle ajoute aussi que ces pratiques influencent le développement local, la transparence ainsi que la répartition équitable des ressources du pays. Comme annoncé en titre, l'annonce de la démolition des édifices illégaux sur le site des logements sociaux à Ntabakoro a engendré une vague de panique parmi les occupants concernés. Cette décision a été prise par les autorités à travers l'Office malien de l'habitat afin de rétablir l'ordre sur ce site officiellement déclaré d'utilité publique. C'est le dossier grand format de ce soir qui nous est dressé par Geneva Samake. Reportée à maintes reprises, l'opération de démolition des constructions anarchiques sur le site d'Ntabakoro a été annoncée récemment avec fermeté par l'Office malien de l'habitat. Une annonce qui sème la panique chez les occupants illégaux sommés de quitter les lieux. Mais samia ko nan ta ci wati ne bulu na fura ko mo bo so ko ka tla ku bla e kala mo na man no wati ka gele loise wori aka gele fana ko. Alors que la saison des pluies bat son plein, le sort de ces familles demeure incertain. Fousseini Massire Traoré possède une boutique construite de façon illicite sur le site et à l'instar de nombreux autres, il estime que les autorités sont dans l'air droit. Toutefois, la situation aura de lourdes répercussions sur leur activité économique. Parce que ni amé ni que kareku ni sur du siradaula parce que moins de bega magasin ta en réalité bon nous ma yakuba que bon on va attendre mo la bien. À en croire l'Office malien de l'habitat, en 2010, les constructions existantes sur le site en dehors des logements sociaux portaient uniquement sur 9 hectares, environ moins de 1%. Cependant, la construction illicite a pris de l'ampleur entre 2016 et 2025 avec un taux d'occupation passé de 28 hectares en 2012 à 316 hectares en 2025, soit plus de 30% du site. Parmi cette superficie, 137 hectares sont destinés aux logements sociaux, 150 hectares sont réservés pour les équipements et 29 hectares sont alloués à la voirie. Ils ont pris du retard par rapport à cette décision. Parce que nous, en tant que bénéficiaires et en tant que comité de gestion, on ne peut pas comprendre que des titres fonciers de certains Maliens soient expropriés. Et puis des champs, des vergers, que leurs propriétaires soient expropriés au profit des logements sociaux et que, en fin de compte, ce soit d'autres Maliens aussi qui viennent construire illicitement, sans autorisation, sans titre de propriété. Et ça continue, je vous dis, même aujourd'hui, là où je vous parle, à l'heure actuelle où je vous parle, il y a toujours
de ces Maliens-là qui sont en train de construire sur le site des logements sociaux. Ces démolitions sont donc un moyen de faire respecter la loi, de rétablir la légalité et favoriser la poursuite des projets de logements sociaux. Et ils sont en droit, l'État est en droit de faire ça sans indemnisation préalable, je le dirais même, puisqu'ils sont tous au courant. Déjà, vous n'êtes pas muni des titres de propriété, vous n'êtes pas autorisé par une autorisation des autorités qui doivent donner ça, mais qu'est-ce qui vous amène à venir construire? Je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, vraiment, si ça se concrétisait, non, on va dire que ça va être un ouf de soulagement pour nous. Hein. La situation en Tabakoro est un rappel des défis qui entourent la politique du logement au Mali depuis des décennies. La question qui se pose maintenant est de savoir si un dialogue est encore possible pour trouver une solution à cette crise. L'actualité hors de nos frontières. En République démocratique du Congo, la peine de mort a été requise contre l'ancien président Joseph Kabila. Il a été jugé par contumace vendredi à Kinshasa pour complicité avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Récit d'Assetou Boiré. Reproché de trahison, de complot, crimes de guerre, viol et apologie. Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, est jugé par contumace vendredi à Kinshasa pour complicité avec le M23, groupe armé soutenu par le Rwanda. Et sans surprise, la peine est requise à son encontre. Le ministère public a appelé les juges de la haute cour militaire à le condamner à la peine de mort pour crimes de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel, ainsi qu'à 20 ans de prison pour apologie des crimes de guerre et 15 ans de prison pour complot. Le ministère public a estimé que les violences commises par le M23 dans l'Est ont causé d'énormes préjudices à la RDC et entraînent la responsabilité pénale et individuelle de Joseph Kabila. Pour l'accusation, Joseph Kabila est l'un des initiateurs de l'Alliance Fleuve Congo, AFC, branche politique du M23. C'est dans ce contexte qu'il est accusé notamment de cas d'homicide et de viol commis par des hommes de la coalition AFC M23 dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les provinces orientales du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Uturi, dévastées par 30 ans de conflit, se sont constituées parties civiles dans ces procès, réclamant plusieurs milliers de dollars de dommages et intérêts à M. Kabila. Les juges promettent de rendre leur verdict dans les prochaines semaines, mettant fin à un dossier qui met en branle depuis le mois dernier les caciques de l'ancien régime qui dénoncent un procès bidon. À ce stade du journal, nous parlons sport. Les 3 pays hôtes du championnat d'Afrique des Nations 2025 ont été éliminés vendredi et samedi. Il s'agit du Kenya qui a été éliminé par Madagascar et la Tanzanie qui a été éliminée vendredi également par le Maroc. Ce samedi, l'Ouganda a été éliminé par le Sénégal qui file donc en demi-finale. Suivons le point de ces rencontres avec Soumaïla Fani. Les matchs des quarts de finale du CHAN 2025 ont démarré vendredi avec 2 rencontres prévues au programme. Avec un but partout à la fin de temps réglementaire, Madagascar a arraché sa qualification face au Kenya lors de la séance de tir au but 3-4. Dans le second quart de finale de la journée, le Maroc s'est imposé face à la Tanzanie 1-0 en seconde période. Les 2 des 3 pays hôtes de cette édition sont donc éliminés. Ce samedi, en fin d'après-midi, l'Ouganda, le 3e pays organisateur, affrontait le Sénégal, champion en titre. Après avoir terminé en tête du groupe C avec 7 points, les crânes d'Ouganda ont atteint les quarts de finale du CHAN pour la première fois de leur histoire. Cet exploit a suscité un immense espoir à travers le pays. Mais face à une équipe sénégalaise bien organisée, l'Ouganda a vu son rêve se fracasser. Avec un score d'1-0 marqué à la 62e minute par Omar Ba, le Sénégal se qualifie pour les demi-finales et affrontera le Maroc pour une place en finale. L'autre demi-finale opposera le Madagascar au vainqueur du dernier match des quarts de finale entre le Soudan et l'Algérie qui se joue en ce moment même au stade de Zanzibar en Tanzanie. Comme annoncé en titre, les Aigles du Mali disputeront pour la première fois la finale de l'Afro-Basket messieurs. Le Mali vient de prendre sa revanche contre le Sénégal il y a quelques minutes à l'Afro-Basket. Je vous laisse suivre ce résumé de Moussa Traoré. Au pavillon multiusos de Luanda, l'exploit malien s'est construit carton après carton.
Après un premier acte serré, remporté par les Lions de la Teranga 22-19, les Aigles ont réagi avec puissance. Portés par une défense intraitable et une adresse retrouvée, ils dominent le deuxième quart-temps 24-13 et prennent un avantage qu'ils ne lâcheront plus. Dans le troisième quart-temps, les deux équipes se rendent coup pour coup, mais le Mali garde son avance, porté par un collectif impressionnant et un grand sang-froid dans les moments décisifs. Le Sénégal tente un retour dans les dernières minutes, mais les Aigles tiennent bon et s'imposent finalement 87-80. Avec ce succès, le Mali se qualifie pour la première finale de son histoire à l'Afro-Basket, un moment historique pour le basket national qui place les Aigles au sommet du continent et leur offre une occasion unique d'aller chercher un tout premier sacré. C'est sur cette belle note que nous refermons cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Je vous rappelle que le Mali disputera donc la finale demain dimanche contre le vainqueur de la rencontre Cameroun-Angola. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité, particulièrement à Luanda en Angola.